Cette semaine à l'émission, on reçoit l'une des dernières religieuses directrices d'école au Québec. On se demande si c'est une bonne idée de mélanger les gars et les filles dans les écoles et on écoute le témoignage d'un ancien prof. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous et bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant, votre animateur pour cet épisode consacré à l'éducation. Et nous avons le bonheur de recevoir sur notre plateau le célèbre Thomas Plouffe. Bonjour Thomas. Salut Antoine. Doctorant en psychopédagogie. Exact. C'est toujours vrai. Toujours vrai, oui. Et enseignant aussi, quand même. Et, oui. Et père de familles nombreuses, accessoirement. Tout à fait. Les soirs et week-ends, surtout. Oui, certains jours aussi. Ah ouais? Oui. Plus souvent qu'autrement. De quoi tu nous parles aujourd'hui, Thomas? Moi, j'ai le mandat de vous parler de retracer un historique des écoles mixtes et non mixtes, en fait. Qu'est-ce qui nous a menés vers la mixité dans les écoles? Puis les arguments pour, les arguments contre, pourquoi on en reparle parfois. Il y a des poussées là, dans les poussées médiatiques. Oui, il y a des vagues, des modes. Oui, pourquoi on en reparle. Puis finalement, qu'est-ce que la recherche nous dit sur la pertinence de chacun de ces deux modèles-là? Très hâte de t'entendre. Ça sera en premier segment d'émission. Bienvenue. James Langlois, bonjour. Salut Antoine. T'étais pas d'accord avec ma présentation? C'est parce qu'ancien prof, j'ai juste enseigné un cours à temps partiel. Je sais pas si je peux me qualifier de professeur. Non, mais te présenter comme un ancien élève, ça a été un peu banal, non? Ouais, j'avoue, peut-être plus. Ouais, non, c'est vrai. T'aurais dit pas quoi, le choix James? des cadeaux, comme on dit. Témoignage d'un ancien élève au parcours sinueux. Parce que t'étais pas un élève facile, hein, j'imagine. Je pense pas que j'étais nécessairement dans les pires, mais je dirais pas que j'étais dans les plus faciles, peut-être. Tu vas nous parler de ça en dernier segment d'émission. De ma vie, comme d'habitude, c'est l'affaire que je fais le plus facilement. Avec ta vie. T'arrives avec ta vie dans tes mains, c'est ça. Ouais. Pour le plus grand bonheur des auditeurs. Le meilleur et pour le pire. Bienvenue, James. Merci. Et pour la première fois sur notre plateau, Sœur Jacinthe Caron. Salut, Sœur Jacinthe. Bonjour, Antoine. T'es sœur de la Charité... Sœur de Charité de Sainte-Marie à Montréal. Oui. Les Sœurs de Marie-Clarac, on vous appelle comme ça des fois. T'es directrice d'école aussi, l'école qui porte le même nom, l'école Marie-Clarac, toujours à Montréal. Oui. T'es native de Montréal? Non, pas du tout. OK. D'où tu viens? Je suis native de Montmagny. Hein? Oui, c'est ça. Pas loin de... En fait, mes parents, ils étaient plus de Montréal, la Rive-Sud, puis ils ont vécu l'expérience de campagne. OK. Alors, je suis née là. Puis ensuite, on s'est rapproché de Montréal. En fait, je suis allée vivre après ça en Estrie, mon primaire peut-être. Puis après ça, à Longueuil. Fin du primaire, secondaire, début de cégep là. Et il y a eu tout un parcours dont tu vas nous parler tantôt là, qui t'a mené à la tête d'une école privée que des classes qui sont mixtes et d'autres non mixtes, là, selon les degrés. Oui, c'est ça, au secondaire, c'est seulement les filles. J'ai très hâte d'entendre ton parcours, d'entendre aussi ton rôle, en quoi ça consiste d'être directrice d'école. Ça sera en deuxième segment d'émission. Bienvenue à toi. Merci bien. Sans plus tarder, plongeons dans cet épisode sur l'éducation. Thomas Plouffe, bonjour. Bonjour. Thomas, tu es un des débats les plus passionnants en éducation. C'est peut-être celui sur la mixité des classes. Et par mixité, on peut inclure dans ce débat-là celui de la mixité gars-filles, mais aussi la mixité, j'oserais dire, des élèves avec difficulté ou sans difficulté. Il y a tout un débat là-dessus. On serait-tu mieux de les séparer, de mettre les élèves qui ont les mêmes caractéristiques ensemble? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est sain pour les élèves qui ont moins de difficultés de côtoyer d'autres élèves ou il serait mieux d'être tous ramassés en pain? Ces débats-là reviennent, hein, et j'imagine que la littérature scientifique s'est penchée là-dessus. Mais avant d'aller là, peut-être un petit saut dans l'histoire. Si on regarde les écoles de rang, là, tout le monde était mélangé, non? Bien, il y a toutes sortes de formes. Dans l'histoire au Québec, c'est de façon générale, excluant les écoles de rang, les écoles étaient plus unisexes. On avait des écoles qui étaient plus souvent qu'autrement, c'est ça, unisexes, puis qui correspondaient à... L'école a une vocation d'instruction, mais aussi une vocation de formation là, à la vie adulte. Puis ces écoles-là, les écoles, jusqu'à la fin 19e, même début 20e,
les écoles avaient comme mission de répondre aux impératifs sociaux qu'il y avait pour l'homme puis pour la femme. Et c'est pour cette raison-là que pour la femme, la formation était très différente que pour l'homme. Par exemple? Femme, on était vraiment plus au niveau de l'économie domestique, là, tout ce qui était en lien avec le foyer. Là, pour la femme, là, pas pour toutes les femmes. Il y avait quand même plusieurs femmes qui étaient quand même qui étaient instruites, là, entre autres pour la vie religieuse. Mais de façon générale, là, les filles qui allaient à l'école, il y a une bonne partie de leur formation qui portait sur l'économie domestique, l'économie familiale. Comment faire un bon pain aux bananes? Moi, j'ai eu... Il n'y avait pas de banane à l'époque. J'ai eu ces... Il n'y avait pas de banane, ouais, c'est ça. Québec, là. C'était un pain au rutabaga, au rutabaga, là, quelque chose de légumes d'hiver. Mais c'est ça, moi, j'ai eu des cours d'économie familiale là, dans les années 2000. Fait que, tu vois, ça a traîné pendant assez longtemps, mais c'était mixte, rendu là. Mais, tu sais, c'est ça. Donc, jusqu'en 1943, l'école, en fait, il faut se rappeler qu'elle n'était pas obligatoire non plus. C'était une école... et les impératifs, c'est ça, dans la société, étaient complètement différents. Ce qu'on attendait d'un garçon, mais éventuellement d'un homme, c'était pas du tout ce qu'on attend aujourd'hui. Le marché du travail n'était pas le même. Fait que ça répondait aux impératifs de l'époque. Puis, en 1943, donc, l'école devient obligatoire. Puis à partir du moment où elle devient obligatoire, bien là, c'est en même temps, il y a toutes sortes d'autres bouleversements sociaux là, qui font en sorte que fin des années 50, début 60, là, on commence de plus en plus à voir des écoles qui étaient traditionnellement non mixtes devenir mixtes. Puis ce qui est intéressant, c'est, a posteriori, on a l'impression que c'est pour des raisons pédagogiques qu'on a fait ces choix-là parce qu'on voulait mettre... Mais au départ, puis c'est comme ça aussi si on regarde du côté de la France, là, au départ, le motif là, qui amène vers la mixité, c'est souvent un impératif économique, c'est-à-dire que ça coûte plus cher d'ouvrir de nouveaux collèges non mixtes que d'amener les garçons et les filles à cheminer ensemble. La clientèle est réduite. Ouais, on s'assure d'avoir un bassin, bassin suffisant de clientèle. Je vois Sœur Jacinthe opiner, Dans les dernières, à ma connaissance, les dernières écoles qui ont ouvert à la mixité, c'était ça leur argument, d'avoir un plus grand bassin potentiel d'élèves qui venaient dans leur école. Ouais. Même des écoles privées qui récemment ont ouvert à la mixité, là, dans les années 2000, qui étaient jusqu'à tout récemment encore, soit pour les filles, soit pour les garçons, qui se sont ouvertes Ils vont dire pour des raisons similaires. Ils vont dire que c'est pas des réflexions pédagogiques du tout, que c'est parce que... Et puis c'est pas... C'est-à-dire que des fois, c'est par obligation. C'est-à-dire que c'est une question de survie du bâtiment. C'est ça où on ferme. Oui, c'est ça, exact. Mais dès le départ, c'était déjà ça. C'est facile de se dire, on visait la parité, mais au départ, c'est plus des impératifs, c'est ça, plus économique. Puis après ça s'inscrit dans la Révolution tranquille. Très vite, il y a tout un mouvement, il y a le mouvement féministe qui vient disons, enrober cette réflexion-là autour de l'égalité, parce qu'on veut offrir aux garçons et aux filles une éducation qui est la même, en fait. On veut une égalité des chances aussi, d'accès au marché du travail, peu importe l'emploi. Ouais. Exact. Puis à cette époque-là, toutes les réflexions autour de est-ce qu'il faut des écoles mixtes ou non mixtes portent sur ces enjeux-là, principalement parce qu'on a l'impression, on voit qu'il y avait une inégalité pour les jeunes filles, puis on veut rétablir cette égalité-là. Ce qui change par la suite, c'est-à-dire qu'on va voir par la suite que la réflexion autour des écoles mixtes, d'abord, il y a eu une explosion des écoles mixtes dans ces années-là, 60, 70. Puis, autant dans le régime public que privé. Là. Oui. Mais par la suite, les motivations qui amènent à réfléchir à cette question-là changent. On va commencer à se demander, à penser plus au rendement scolaire. Par la suite, on se demande, est-ce que finalement, ce ne serait pas plus... Et très vite, on tombe dans une espèce d'un déséquilibre opposé, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que, les garçons décrochent plus que les filles. Puis là, la réflexion sur les écoles mixtes et non mixtes revient, mais sous ce nouvel angle-là. Dans les années 80-90, il y avait déjà ces prises de conscience-là sur le décrochage des gars. Exact. Puis on se demande, est-ce que ce serait mieux de revenir à des écoles non mixtes, justement, pour leurs propres bénéfices. Mais ça présuppose, il y a comme un moyen terme qui nous manque là, dans la réflexion, ça présuppose que tu dis là, Thomas, que la mixité cause le décrochage. Comment on fait le lien là, entre cette cause-là et cet effet-là? Bien, en fait, quand on est dans les préoccupations, on fait pas de lien. Même au départ, là, c'est-à-dire qu'on est sur des a priori idéologiques, on va penser on présume on se dit que on va voir, mettons, les filles fonctionner ensemble, puis il y a toutes sortes d'a priori. On se dit,
Les garçons, quand ils sont seulement entre eux, ils vont pas être déconcentrés par les jeunes filles. Et donc, ils vont se concentrer plus sur leurs études et donc, ils vont mieux performer. C'est des présuppositions, là, on suppose ça. On voit les filles comme une distraction. Là. Oui, exact, c'est ça que ça nuirait. Mais du côté opposé, les gens vont dire, ben non, au contraire, le fait d'avoir des jeunes filles dans les classes des garçons, ça amène les garçons ça crée une espèce de compétitivité, une saine compétition entre les deux qui amène les garçons à performer davantage. Et ça les amène même à être certains vont dire moins rustres, là, à s'adoucir un peu, moins turbulents, puis à être plus concentrés. Fait que tu as les deux, mais tout ça est basé sur des suppositions. On pense qu'on observe, on voit ça. C'est ça. De chaque côté, ces arguments-là existent, puis encore aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir. À la différence que ce qui est nouveau là, dans les dernières années, c'est qu'on observe un retour de la réflexion sur les écoles mixtes, non mixtes, à partir des questions, autour des questions de genre. T'sais, on va voir, là, mettons, dernièrement, quand on recommence à en parler, dernièrement, par rapport autour de la question des mâles alpha, là, il y a une réflexion autour de est-ce que les écoles non mixtes de garçons vont favoriser les stéréotypes de genre et tout ça. Donc, autour de la question des genres, les écoles mixtes, non mixtes reviennent dans le débat, on va dire. James? Thomas, tu as évoqué un peu justement la question de la distraction, mais moi, ce que j'entends beaucoup dans le débat aujourd'hui, qui semble se poser comme question, c'est, comme aussi ce qui est souvent affirmé, c'est on entend dire, surtout à l'école primaire, on dirait le système est fait plus pour les filles parce que ça nécessite beaucoup plus de temps, de respect des consignes, puis d'écoute, puis d'être assis longtemps, puis là, ils disent, on dirait qu'il y a quelque chose qui fait que psychologiquement, les gars ont plus tendance à être actifs puis à rechercher l'activité, ce qui serait peut-être moins vrai pour les filles. C'est quoi qu'est-ce qu'on entend? Ça fait partie des arguments pour et contre. Mais derrière ça, il y a d'autres enjeux. C'est-à-dire que, mettons, si on disait que la solution à ce problème-là, ce serait de créer une école qui serait non mixte. À l'intérieur de cette école-là, souvent, pour répondre à ce problème-là, on va chercher à avoir des enseignants qui sont eux-mêmes du même sexe, c'est-à-dire des hommes pour enseigner à des garçons. Et ces enseignants-là vont faire des choix pédagogiques, par exemple, des activités pour mettre en place, pour travailler telle notion, ou encore des choix de lecture à lire, des livres à lire, qui vont être plus orientés sur la clientèle garçon. C'est ce qu'ils vont revendiquer. Les écoles qui font encore ce choix-là, le non-mix, vont dire, ça, c'est un chemin qu'on peut prendre. On ne pourrait pas le prendre dans du... les effets réels de ça ne sont pas démontrés. C'est-à-dire, les effets réels... D'abord, en fait, la corrélation dont tu parles, là, dire que le décrochage est causé par, on pourrait dire, une école plus féminisée, n'est pas démontré tout à fait dans la recherche. Il y a d'autres facteurs qui peuvent expliquer ça. Du reste, même si on creuse un peu, la notion de décrochage, on dirait qu'elle fait foi de tout au Québec. Là. On a l'impression que quand on parle de décrochage, ça y est, c'est-à-dire pour mesurer la réussite de l'école, on va regarder si l'élève décroche ou non. Ouais. Mais ça témoigne d'une réalité, le décrochage. C'est pas nécessairement... Ça pourrait être un échec, non pas de l'élève, mais un échec de l'école. C'est-à-dire l'école n'arrive pas à offrir à la panoplie d'élèves devant lui quelque chose de stimulant. Bref, il y a d'autres enjeux. Et à l'inverse, il y a des écoles qui réussissent il y a des élèves qui réussissent leur cursus scolaire avec la note de passage partout, mais ça ne fait pas d'eux pourtant des élèves, des personnes épanouies. Tout à fait, ils peuvent être perdus après, là, complètement. Donc, c'est ça, ça fait pas... c'est une valeur, là, mais à laquelle on accorde beaucoup d'importance dans la réflexion sur l'éducation. Je te voyais... En fait, j'avais un questionnement, une réflexion dans le sens par rapport au décrochage. Si on regarde avant, là, je parle avant, peut-être avant les années 70 ou 80, peut-être qu'il y avait aussi moins d'options. Le chemin était plus linéaire. Il y avait moins d'options et de professions et de différents parcours scolaires. Ton père est notaire, tu vas devenir notaire. Exactement. La jeune fille allait étudier. Il n'y avait pas beaucoup de choix d'école. Tu étais infirmière, tu étais institutrice, tu étais sœur ou tu te mariais. Donc, c'était un peu ça, les chemins possibles. La même chose chez le garçon. Si tu venais d'une famille qui était un peu plus instruite, tu allais étudier. Sinon, tu allais être ouvrier. Et là, a explosé toutes les avenues possibles, tous les chemins, tous les parcours, ce qui est quand même une bonne chose, mais en même temps, je pense que c'est plus une bonne chose qu'une mauvaise chose, mais qui fait que le jeune a davantage de possibilités. Et nous sommes dans un contexte économique où il y a pénurie de main-d'œuvre. Alors, si tu ne vas pas à l'école, tu vas rapidement te trouver un travail qui est quand même
assez payant, disons-le. Je connais des décrocheurs qui gagnent beaucoup plus que moi, par exemple. Exactement, avec une sécurité d'emploi déjà là. C'est ça. Et qui va dire, tu retournes aux études, pas de problème, je te garde, combien d'heures tu veux travailler, je te l'offre. Ouais. Puis étudier en parallèle. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a peut-être ça aussi qui vient. Tu peux aller travailler, après ça, passer directement à 21 ans à l'université, refaire tes cours. Tu peux aller au cégep avec reprise de tes cours de 5e secondaire. Le parcours est beaucoup moins linéaire. Exactement. Ce qui fait que, bon, ça, c'est... Et ça, probablement beaucoup plus dans les domaines qui sont typiquement masculins. C'est-à-dire que, tu sais, dans le créneau d'emploi là, qui est facilement accessible, qui permet rapidement de monter des échelons puis de gagner un salaire, bien, c'est pas mal plus important chez les jeunes garçons. Là, probablement. Fait que oui, ça explique. Puis c'est intéressant de voir qu'à travers tout ça, bien, c'est ça, beaucoup d'idéologie, beaucoup de suppositions. Ce que la recherche dit, parce qu'il y a beaucoup de recherches qui ont été faites partout dans le monde pour réfléchir à cette question-là. Il n'y a pas de différence significative entre mixte et non mixte. Parfois, on va observer une maigre différence là, au niveau des rendements scolaires entre garçons et filles. On ne voit pas de nette différence. Par contre, on ne voit pas non plus de désavantage de l'un ou de l'autre. Ce qu'on observe, c'est parfois, mettons, on va observer chez les filles, on va observer une attitude qui est différente là, dans les écoles non mixtes. Ils vont être capables je sais pas, un rapport à l'apprentissage qui est plus sain, là, qui est moins conflictuel. Mais lorsqu'on balance ça dans le contexte, parce qu'on se dit, OK, mais ces écoles-là, c'est souvent des petites écoles, petites communautés d'apprentissage. Dans des communautés plus petites, on peut se demander, mais est-ce que c'est le facteur non mixte qui vient expliquer ça ou est-ce que c'est plus le facteur, justement, petit contexte, facile de faire des liens entre l'apprentissage et la vie en société? On a de la misère à isoler toutes les variables pour vraiment dire c'est le fait d'être mixte ou non mixte qui est déterminant. C'est sûr que ce qui demeure, c'est que de façon indéniable, là, ce qui fait vraiment la différence, c'est le statut socio-économique. C'est-à-dire que c'est ça fait une différence au niveau de tous les aspects là, du rendement et de... Mais au niveau de mixte versus non mixte, il n'y a pas d'effet qui permettrait de trancher, de dire c'est néfaste ou c'est la bonne chose à faire. Un peu en lien avec ce débat-là, revient souvent à la surface aussi l'idée que ça prendrait plus de profs gars. Il y a beaucoup de profs qui sont des... Est-ce qu'il y a des profs gars à votre école aussi? Oui. Ah, aussi? OK. Il y a de plus en plus de profs... Est-ce que la recherche s'est penchée là-dessus, sur l'incidence de... Oui. Il y a de plus en plus d'enseignants qui sont des femmes au Québec, là, et ce, particulièrement au niveau postsecondaire. Mais c'est sûr parce que, traditionnellement, c'était un domaine qui était vraiment majoritairement masculin. Là, là on est rendu à peu près à 50-50 en termes de profs. Mais ça augmente dans tous les niveaux. Là. Primaire, secondaire. Secondaire aussi, c'était plus typiquement masculin, là, si on revient en arrière. Aujourd'hui, c'est de plus en plus de femmes. Ceci dit, c'est encore une fois mitigé. Dans certains cas, ils vont observer que pour les garçons, que d'avoir un modèle masculin, ça va être sain au niveau de, justement, le rapport, l'attitude en lien avec le travail, l'attitude en lien avec les apprentissages, mais au niveau des rendements, peu de résultats. De ce que je comprends, beaucoup de ce que tu dis implicitement, c'est presque... le sexe du professeur a peu d'influence comparativement à sa compétence pédagogique, presque, on pourrait dire ça. C'est sûr que si on veut regarder les facteurs qui, eux, ont une incidence, bien oui, il faut que tu regardes du côté de, c'est ça, la compétence pédagogique, si tu dis, oui, le contexte, l'organisation de l'école, le contexte dans lequel le jeune vit, après ça, tu as d'autres facteurs familiaux. Une classe de 20 ou de 35 élèves. C'est ça. Ça a des incidences. Mais le sexe de l'enseignant, parfois, c'est maigre, mais tu sais, c'est ça, c'est dur d'isoler des variables, là, mais quand tu prends ça ensemble, tu peux pas dire là, de façon tranchée que c'est nécessairement mieux. Là. Je n'avais pas à te demander, Sœur Jacinthe, si c'était mieux tes collègues, engager des collègues masculins ou féminins. Là, ça n'a pas vraiment mais d'importance pour nous. Mais qu'est-ce que tu observes sur le terrain? Moi, je pense que le premier facteur de réussite pour un élève, c'est le lien affectif positif avec son enseignant. Ça, je pense que c'est une étude, je me souviens plus, c'est une étude australienne ou peu importe, là, mais il y a des études qui sont sorties là-dessus. C'est vraiment le lien avec l'enseignant. Fait que peu importe que ce soit un homme ou une femme qui t'enseigne, c'est vraiment comment est-ce que l'enseignant va réussir dans la première semaine à créer ce climat-là de confiance, de bienveillance avec ses élèves. Et une fois que ça s'est installé, ton année scolaire, avec des petits hauts et des petits bas, là, mais va rouler. Et c'est ce qui fait que, ce que je remarque, c'est ce qui fait que les enseignants sont populaires ou non
C'est pas parce qu'ils sont sévères ou non, c'est pas parce qu'ils sont plus organisés ou moins, c'est vraiment ce qui instaure un lien qui est sain, qui est professionnel, et c'est ce qui motive, je pense, les élèves à venir à l'école ou au secondaire. Ils ont 8 profs, ils envoient 5 par jour à peu près, mais de savoir s'ils ils ont plus hâte d'aller dans tel cours ou tel cours. C'est le prof qui fait la différence. J'ai un cours de maths, peu importe que t'aimes les maths ou pas. Exactement. Parce que lui est intéressant, lui, c'est fun, c'est positif, c'est engageant, puis ça peut être le prof qui est plus exigeant même. Mais il sait comment aller chercher ses élèves. En fait, plus ce lien-là est fort, plus il va pouvoir être exigeant et l'élève va être prêt à en donner du gaz. C'est ce qu'on remarque chez un jeune qui, parfois, une année, ça allait bien, puis dans la même matière, l'année d'après, ça va pas bien. C'est parce que le lien, il n'est pas là. Il faut travailler. Et des fois, on rencontre un enseignant, puis on leur dit « mais cet élève-là... » Oui, mais je le fais venir en récupération, je donne les exercices. Non, c'est pas ça. Établis un lien avec cette personne, parce que là, en ce moment, l'élève, il pense que tu l'aimes pas. Je vais prendre... Tu es toujours sur son dos, ou tu t'occupes pas de lui, ou tu... Et donc, il faut retravailler ça à la base. Fait que la solution, c'est pas tant de faire de la récup que d'aller dîner avec à la cafette un midi. Parfois, c'est ça. Tu sais, il n'y a pas de... Y a pas de recette. Non, il n'y a pas de recette. C'est un peu sur l'école mixte ou non mixte. Moi, je reste convaincue que peu importe le milieu, il faut que l'élève se sente bien dans son école. Parce qu'il passe plus de temps éveillé, assis sur la chaise. Bien, je dis aller sur la chaise, là, mais on s'entend que c'est pas assis tout le temps sur une chaise. Là, entre les 4 murs de l'école. Oui, exactement. Donc, si l'élève se sent bien dans son milieu, mix ou non mix, c'est son école. C'est son sentiment d'appartenance. C'est son cercle social, il est là. D'arriver le matin, de voir ses amis, de rentrer à l'école. Le prof, il sait qu'il y a telle activité le midi, il sait qu'il va avoir telle chose. Il sait que lorsqu'il y a des conflits, parce que ça va arriver, bien, il y a des personnes qui, autour de lui, c'est son filet social, de sécurité, qui va le récupérer. Oui, c'est ça. James? Je pense que c'est plus ça. Mais j'ai envie de demander, depuis tantôt à Sœur-Jacinthe, toi, tu es directrice d'une école non mixte. C'est quoi qui vous a motivé à faire ce choix-là? En fait, nous, au primaire, on est mixte, puis au secondaire, on est non mixte. Avant, toutes les écoles étaient non mixtes. C'était des écoles de filles ou de garçons. Surtout, on dirait genré aujourd'hui. Oui, c'est ça. Dans notre quartier, dans notre zone, je dirais. Peu à peu, ils sont devenus mixtes. Nous, c'est une question de locaux. C'est vraiment ça. Il faudrait agrandir notre école secondaire pour accueillir vous n'avez pas de place pour les gars au secondaire, c'est ça que ça veut dire? En fait, oui, je pourrais diminuer je pourrais diminuer le nombre de filles acceptées, c'est vraiment... c'est vraiment niaiseux, ces détails, mais quand même qui font une vie école. Là. Nos casiers, la hauteur du plafond est très basse. Fait que, des grands garçons, je veux dire, le typique, le grand joueur de basket, là, il ne rentrerait pas là. Fait que là, c'est ça, exactement. Fait qu'il faudrait qu'il y ait une autre organisation. Il faudrait qu'on agrandisse le gymnase. Il faudrait qu'on crée une salle plus sportive. On en a déjà 2. C'est sûr qu'à l'étage, mettons, il y a une seule salle de bain. Ben, on pourrait faire salle de bain gars d'un étage, puis juste en haut, c'est les filles. Mais il y a une certaine organisation de lieux qu'il faudrait changer. Fait que c'est des raisons très prosaïques, très pragmatiques. Ah oui, vraiment. C'est intéressant parce qu'on pourrait penser que c'est des raisons presque idéologiques. Non. C'est ça, on n'est pas là du tout. Avant, peut-être que oui. Bien, sûrement que oui. Mais plus maintenant, là, c'est vraiment une question. Mais commencer à choisir aussi les élèves en fonction de leur sexe pour avoir une parité, ça commencerait à être compliqué aussi, là, dans la gestion. Chez nous, oui, mais en même temps, pas tant, parce que mettons, l'école primaire a 840 élèves, l'école secondaire en a 450, c'est 3 classes par niveau. Fait que la moitié déjà de ma clientèle primaire, qui sont des garçons, ne peuvent pas continuer chez nous au secondaire. Fait que déjà, là, j'en ai... sur 120 sortant en 6e année, j'en ai déjà 60 qui ne peuvent pas venir chez nous. Ce sont des garçons. Puis j'ai des demandes. J'ai des parents qui demandent pourquoi vous acceptez ça. Mais là, c'est une question d'organisation des lieux et non pas... c'est sûr qu'après ça, oui, il faudrait ajuster la pédagogie, ne serait-ce que, peut-être que là, les œuvres de lecture sont un peu plus orientées sujet féminin. Il faudrait orienter. Mais ça... OK, oui, ça demande un changement, puis à tout changement, une résistance au changement, mais bon, ça se fait, puis... C'est pas la fin du monde non plus. Ben non.
Thomas, si tu avais une école à créer là, ex nihilo demain matin, là, quel genre d'école tu ferais par rapport à ces enjeux-là? Oui, c'est ça. On va y aller par rapport à ces enjeux-là. Non, mais tu sais, il y a quand même... ça va faire un lien avec ce que tu demandais tantôt. Là, dans l'éducation, pour un enfant, ça prend un homme et une femme. Puis parce que chacun a sa couleur. Tu sais. Puis je pense que dans l'école... autant, c'est vrai que la figure de l'enseignant lors d'une année scolaire n'a pas nécessairement d'incidence, c'est ce qu'on disait tantôt, mais n'empêche que probablement que ce serait à voir, je n'ai pas eu plus fouillé là-dessus, là. Mais dans une institution, dans une école, d'avoir une certaine parité homme-femme, ça permet probablement aussi que ces deux couleurs-là puissent se marier, puis après ça, parce que certains enfants ont plus des enjeux affectifs qui font en sorte qu'ils ont besoin d'un modèle du même sexe. Et s'ils peuvent absolument pas le retrouver dans l'école, bien là, ça peut devenir un enjeu. Mais d'avoir ça au sein, d'avoir une parité, là, d'avoir au sein du corps enseignant, je pense que c'est quand même important. Là. Autant dans la réflexion, on a des angles différents d'attaque, des fois, pour certains enjeux. Oui, je pense que ce serait quand même c'est un bon critère, là. Ce serait dommage que de voir que soudainement que les écoles sont, mettons les écoles mixtes, sont habitées seulement par des enseignants masculins ou seulement par des enseignantes féminines. Il y a une richesse dans cette diversité-là. Oui, autant chez les élèves que chez les enseignants. Et qui peut venir pallier, j'imagine, parfois des éléments ou des situations plus difficiles qui sont vécues à la maison. Bien, si l'école peut venir en soutien, en renfort de ce côté-là, c'est ça, en offrant les deux côtés de la médaille. Thomas Plouffe, c'était fort intéressant. Merci beaucoup. Ouais. Je rappelle que tu es doctorant en psychopédagogie et chroniqueur de plus en plus régulier au Verbe Média. Merci. Sœur Jacinthe, bonjour, bienvenue, on n'est pas du monde. Tu es directrice de l'école Marie-Clarac. Tu es aussi, ça se voit, pour ceux qui nous entendent seulement à la radio, là, allez voir la vidéo sur YouTube. Sœur Jacinthe porte l'habit. Oui. Et donc, tu es sœur de Charité de Sainte-Marie, une communauté qui est au Québec depuis le milieu du 20e siècle. Oui, une communauté italienne. Oui. Alors, mais tu n'es pas née religieuse. Non. Non. Mon père n'était pas un prêtre, ma mère n'était pas une sœur. Bon, c'est bon. Qu'est-ce qui fait qu'une jeune femme, à notre époque, là, prend cette voie-là, prend ce chemin-là? C'est assez inusité, là. Oui. Bien, en fait, tout d'abord, c'était pas du tout mon choix de carrière, mon choix de vie quand j'étais adolescente. Moi, j'habitais à la Rive-Sud, j'allais dans une école, une grande polyvalente publique et voilà, ma vie allait bien, là. J'avais bien des amis. J'étais une sportive, là, donc je faisais beaucoup de sport et à l'école et en dehors de l'école aussi. Puis, entre autres, j'avais fait mes cours de sauvetage à l'époque pour travailler sur le bord d'une piscine. Et donc, voilà. Donc, j'avais appliqué pour travailler ce soir à la ville. Mais c'était dans l'époque où c'était plus difficile d'avoir des... comme ado, là, mettons que les postes étaient assez limités. Le marché de l'emploi était différent Oui, non, c'était une autre chose. Oui. Donc, pour à peu près 3 postes, on était 60 à appliquer. Et donc, j'avais pris l'annuaire des camps du Québec, puis j'avais regardé qui avait soit une piscine ou un cours d'eau. Un lac. Oui, exactement. Ouais. J'avais envoyé mon CV à plusieurs camps de vacances, dont le camp Marie-Clarac, qui est à Saint-Donat. Et c'est eux autres qui m'ont rappelé en premier. Je suis allée passer l'entrevue, mais moi, je ne savais pas que c'était un camp de sœurs. Alors, quand j'ai ouvert la porte, et je me vois encore, là, j'ai ouvert la porte et là, j'ai vu qu'il y avait une sœur habillée en sœur. J'ai failli refermer la porte, mais je me suis dit, je suis quand même bien élevée, ils ont mon numéro de téléphone, mon adresse, ils ont des... Fait que je suis allée passer l'entrevue, mais il était hors de question que j'aille travailler dans ce camp-là. Là, t'avais quel âge, là? 17 ans, à peu près, oui. Okay. Ouais. T'étais pas élevée dans la foi? Non, pas vraiment, non. Hey! Non, j'avais été baptisée. Initiée comme la plupart des Québécois, là. Oui, j'étais baptisée, j'avais fait ma première communion, mais je n'avais pas fait ma confirmation à l'époque. Mes parents ne sont pas mariés. Ma sœur n'a pas été baptisée par la suite. Moi, c'était ma grand-mère, là, quand elle venait, on habitait, c'est ça. Quand j'étais petite, j'habitais proche de Montmagny. Donc, ma grand-mère, des fois, elle venait passer 1 semaine, 2 semaines chez nous. Puis là, elle allait à la messe. Fait que moi, j'étais petite, j'accompagnais ma grand-mère parce que j'étais contente de la voir, puis je la suivais. Ouais. C'était à peu près ça.
Puis, fait que c'est ça. Fait que je suis allée travailler. Oui, ça a bien engagée. été. Oui, ça a bien été. J'ai été engagée, mais c'était clair que j'ai fait OK, super. Puis je l'ai mis de côté. Puis j'ai fait d'autres entrevues et qui avaient bien été. Puis j'avais été engagée à 1 ou 2 autres camps de vacances. La seule chose, c'est que quand tu es engagé, tu fais des temps de formation, des fins de semaine de formation. Ouais. Et là, il y avait certains camps où, pour aller faire le temps de formation, il fallait que tu payes. Tu payes ton hébergement, tu payes la nourriture. Puis là, j'ai OK, je m'en vais me faire former, puis il faut que je paye pour ça. On dirait que ça ne marchait pas dans ma tête. Ouais. Puis là, à ce camp-là, la formation, ils t'offraient même le transport pour aller à Sedona, puis c'était logé, nourri. Fait que j'ai fait OK, d'abord. J'allais faire la formation là. Et après ça, finalement, j'ai décidé d'aller travailler là le premier été. Quand je suis arrivée là, les 2 premières semaines, j'ai juste passé à observer parce que, c'est ça, c'était des sœurs qui étaient habillées en sœurs. Puis là, Même sur le camp, là, oui. C'est sûr que les sœurs, elles animaient des activités. Fait qu'ils avaient des formations. C'était des sœurs qui s'occupaient. On avait une écurie jusqu'avant la pandémie. Donc, c'est les sœurs qui étaient toutes formées là, en équestre. Moi, je ne suis pas formée en équestre. J'ai aucune idée c'est quoi les formations, mais pour être monitrice d'équitation puis responsable d'écurie, puis qui avait la formation pour être escalade, puis qui faisait la formation, il animait le tir à l'arc, donc il avait la formation de tir à l'arc, l'autre de canot, etc. Fait que les sœurs étaient formées dans ces activités-là pour la Fédération de la montagne québécoise, puis je sais pas trop quoi. Alors, moi, j'allais là avec des préjugés. Mes amis riaient de moi, là, que j'étais dans un camp de sœurs et tout ça. Fait que là, tu vas tricoter toute la journée, puis tu vas faire la cuisine, puis bon. Puis des prières du matin au soir. Oui, aussi, genre, là, puis bon. Et là, je suis allée là, puis les 2 premières semaines, ça a été comme de regarder qu'est-ce qu'ils faisaient, puis là, tous les préjugés sont tombés à un. Donc, premièrement, ils riaient, il y avait bien du fun, là, déjà là, c'était « oh, wow! » Puis c'est ça, puis ils faisaient plein d'activités, puis ils étaient... puis j'aimais beaucoup voir l'esprit de groupe qu'elles avaient. Moi, ma communauté, elle est très... l'esprit de famille est très, très fort, l'esprit fraternel. Donc, moi qui venais d'un monde sportif où je faisais beaucoup de sports d'équipe. Ouais. J'étais moins attirée par les sports individuels, sauf peut-être la natation, mais j'étais beaucoup dans les sports d'équipe. Fait que moi, l'esprit de groupe, c'était très important pour moi. Donc là, c'est comme si je le retrouvais, mais différemment, cet esprit de corps-là, faire un dans le but d'avoir une même mission, si on veut. Ouais. Donc ça me rejoignait beaucoup. Je venais aussi d'un milieu où j'étais dans le sport. Ça m'arrivait d'être capitaine de mon équipe, où je faisais partie d'une gang à l'école, la gang des sportifs, mettons, là, où, tu sais, avec une certaine image qu'on se donne quand on est jeune ado, là. Puis là, j'arrivais là, puis tout ce que... peut-être ce que j'avais à prouver aux autres, ça tombait. Puis j'avais juste besoin d'être moi, puis on m'acceptait telle que j'étais. Et ça a été vraiment, à ce moment-là, une grande découverte pour moi. J'avais pas besoin de prouver rien. J'étais juste moi. Les autres, ils ne savaient pas que tu étais dans les cours à ton école. Ben non, puis ça les importait peu. Tout à fait. Alors, ça a été vraiment quelque chose qui est vraiment... Oui, puis vraiment très marquant. Puis, après ça, le deuxième... je suis retournée à cégep. Je rentre au cégep après mon premier été. Puis, c'était clair pour moi que je ne repassais pas un processus d'entrevue. Puis, toute ma gang d'amis que je m'étais fait là, on retournait tous travailler au camp là l'été d'après. Fait que moi, c'était clair dans ma tête que je retournais là. Ouais. Puis durant le deuxième été, c'est là un peu que les questionnements sont venus. T'sais. Puis j'aimais beaucoup être avec les sœurs, j'aimais leur rendre service. Puis ça, c'est aussi une autre chose que j'ai découvert, le don de soi, en fait, sans rien attendre en retour. T'sais. Ils faisaient juste pour le plaisir de le faire, juste parce que... c'est ça, parce que pour faire en sorte que le camp fonctionne, que tout le monde soit heureux, c'est le don de soi. Puis ça venait... Désintéressé, sans recherche de profit personnel. Puis ça venait vraiment me rejoindre. Puis, je vous épargne des étapes, là, mais c'est beaucoup des montagnes russes, là, le discernement. Là. Maintenant, on se lève, puis oui, je sais, puis là, on se couche, je ne peux pas en tout. Mais dans ma vie, je suis une personne que j'aime plus essayer les choses. Puis si je me trompe, c'est pas grave, je l'aurais essayé, que par peur de ne pas réussir, de m'abstenir. Puis après ça, je ne voulais pas vivre avec des regrets plus tard. Fait que je me dis, si je n'essaye pas, je ne le saurai jamais, si c'est ma place ou non. Fait que c'est un peu ça. Mais c'est quand même une chose de passer parce que tu étais
pas croyante, finalement. Puis là, t'es passée Ouais. d'incroyante à chrétienne, puis tout ça, ça. c'est fait comme... Je ne sais pas si j'étais incroyante. OK. Je pense que j'étais croyante, mais c'était pas défini. C'était OK. pas. Ça a été dans mon discernement, ça a été aussi quelque chose parce que quand je parlais plus avec une sœur, je disais, mais moi, je connais pas ça, moi, les affaires d'église. Tu sais, j'appelais ça de même, les affaires. Puis elle disait, ben oui, mais c'est pas grave, tu sais, ça s'apprend, ces choses-là, ça se pratique. Puis justement, si tu fais l'expérience avec nous, tu vas le découvrir, c'est ça ou ça, c'est ça ou pas. Puis, tu sais, si c'est pas ça, tu vas le sentir par ton bonheur. Tu sais, si t'es pas heureuse, ça sera pas ta place. Fait que c'est un peu comme ça. C'est presque fait tout en même temps. Tu sais. Ouais, puis c'est ça. Puis je pense que ça fait partie de ma personnalité d'essayer puis de voir, puis de découvrir, puis de voir si ça me rejoint. Puis tu sais, des fois, je me souviens encore, là, tu sais, dans ma formation initiale pour devenir sœur, tu sais, bon, on avait certains cours, tout ça. Puis je me souviens encore, je me suis dit, s'ils me disent que vraiment la Terre a été créée en 7 jours, moi, je m'en vais d'ici, tu sais. Mais je le savais pas. Puis tu sais, je me disais... Puis, elle a-tu été créée en 7 jours, finalement? T'as mis ça. mais tu sais, de démystifier ça, la littérature, c'est ça, l'Ancien Testament dans cette époque-là, que c'était pas du tout ça qu'ils voulaient prouver, mais c'était une autre sorte de mal. Ah, d'accord. Fait que ça m'est arrivé durant ma formation, tu sais, genre lancer des défis de dire ah ouais, s'ils me disent c'est ça, moi je m'en vais, c'est clair. Puis là, finalement, ben ça a été démystifié. Fait que c'est un peu comme ça que le parcours s'est fait. Oui, puis à un âge où on se là. pose des questions sur le sens de la vie aussi, là, puis on est bien disposé, je pense. En tout cas, je repense à ces années-là pour moi, puis pour 17 à 20, 25 Exactement, ans, là, on est ouvert finalement là, à plein d'expériences, en tout cas pour plusieurs. Donc, il n'y a pas eu de choix d'une communauté. C'est pas comme quelqu'un qui se dit « Ah, j'aimerais ça devenir religieuse, puis je pourrais devenir plus contemplative ou dans une communauté qui est plus dans le soin aux malades. » Mais pour toi, c'était parce que l'expérience que tu avais faite, c'était là. C'est ça. Ça a été une rencontre, puis ça a été de cette façon-là que ça s'est fait parce que je pense pas que j'ai la vocation à la vie contemplative, là, vraiment pas. Donc, quoi que j'ai jamais essayé, je sais pas, mais je penserais pas. Je penserais pas à ce statut de ma vie de dire ça, là, mais fait que moi, ça a été comme une rencontre. Ouais. C'est ça. Et, avec les étapes, tu as été de plus en plus engagée dans cette communauté-là. Ça représentait quoi comme engagement, par exemple, dans ton rôle d'éducatrice? Est-ce que tu es devenue enseignante assez tôt là, dans ce parcours-là? Oui, moi, en fait, j'ai un peu un profil aussi pas traditionnel. Ah ben. Mais quand je suis rentrée en communauté, j'ai fait ma formation pour devenir sœur, là, si on veut dire, là, qui a à peu près 3 ans. Fait que là, à ce moment-là, j'ai comme arrêté le cégep, puis en fait, pour vraiment s'immerger dans la vie religieuse pour savoir si c'est ça ou non. Là, ça fait que ce discernement-là. Ensuite, quand j'ai terminé, quand je suis devenue sœur, donc je fais ma profession, je suis retournée au cégep, j'ai terminé mes études. Par la suite, j'ai travaillé un peu à l'école, mais je suis allée vivre quelques mois à Boston, une maison à Boston, parce que je voulais apprendre l'anglais. Fait que je suis allée dans une école de langue à Boston, puis je suis restée à la communauté, donc j'ai aidé là. Je suis revenue, j'ai travaillé un peu à l'école, puis ensuite, je suis allée vivre en Italie pendant 3 ans. Ouais, c'est pas mauvais, hein, ça, comme... Et tout ça grâce aux Jeux olympiques. Ah oui? Oui. Comment ça? Parce que on avait la supérieure générale qui est italienne, qui était en visite. Puis là, elle a lancé ça comme ça. Elle a dit, est-ce que quelqu'un voudrait venir en Italie pour connaître la communauté, tout ça? Puis là, moi, j'ai dit, oui, mais en février 2006. Fait que là, elle me dit, pourquoi? J'ai dit, parce qu'il y a les Jeux olympiques à Turin. Puis nous, notre maison mère est à Turin. Ah oui. Fait qu'elle me dit, OK, mais pas juste 1 mois, 1 année au moins. Fait que là, je fais, OK, c'est un deal. Wow. Fait que c'est ça. Puis après ça, on a regardé à l'école si c'était correct de me remplacer. Puis je suis allée habiter 1 an à Turin. Et Fait que tu as vécu ton expérience des Jeux olympiques. Oui, vraiment, vraiment. Wow. Puis, puis c'est vraiment drôle. Là. Je fais toutes sortes de rencontres vraiment. Mais c'est ça, il y a comme un imaginaire où on pense qu'une vie de religieuse, c'est une vie plate. Là. Je fais des caricatures, là, mais je t'écoute parler, Jacinthe, puis sans Jacinthe, c'est tout sauf plate. Là. Bien,
c'est ça. Mais quand je dis que ça fait partie de ma personnalité, d'un peu plus, voir les expériences qui arrivent, dire, OK, je sais, je le fais. C'est comme ça dans ma personnalité. Ton passé de nageuse, là, tu plonges. Oui, peut-être ça. Puis là, durant mon séjour, pendant que j'habitais là, j'ai visité Rome, évidemment. Puis là, Puis il y avait un programme d'études là. Puis j'ai dit, si c'est possible, j'aimerais ça faire ce programme-là. Fait que j'ai étudié là, finalement, à Rome, pendant 2 ans en théologie de la vie consacrée. OK. Ensuite, je suis revenue. Puis là, j'ai travaillé à l'école secondaire et j'ai pris le poste de direction des services aux élèves à l'école secondaire. Puis par la suite, il y a eu la sœur qui était directrice de l'hôpital, a pris sa retraite. Celle qui était directrice de l'hôpital a pris la direction de l'école, a pris la direction de l'hôpital. Puis on m'a offert la direction de l'école. Ça fait combien d'années là, que tu es directrice? C'est ma 9e année. OK, déjà. Alors, quand je suis entrée en poste, je me souviens de mon premier conseil d'administration où le comptable, vérificateur comptable me parlait et je comprenais rien. J'étais à la nouvelle, je regardais la page à côté où est-ce qu'on était, puis je tournais le rapport. Je sortais de là, plus jamais. Fait que j'ai pris des cours au HEC en gestion d'entreprise, en administration. Fait que c'est comme ça un peu après ça. Puis j'ai fait aussi un diplôme d'études supérieures spécialisé en direction d'école à l'Université de Sherbrooke. Là, tu es à la tête d'une école qui s'affiche ouvertement comme une école catholique dans un monde qui se veut laïque. Comment vous vivez ça? Est-ce que vous êtes exclusivement... Est-ce que vos élèves doivent montrer un certificat de baptême? On ne le demande même pas. Non. Donc, vous accueillez toutes sortes d'élèves, de toutes sortes de confessions, des athées aussi. Oui. Okay. Nous, on est à Montréal. Je ne connais pas la réalité de la ville de Québec et du Grand Québec. Là. À Montréal, c'est très, très multi-ethnique, multiculturel. Mais nous, de notre communauté, même dans la fondation, en 1800 quelques, on accueillait aussi... notre maison de fondation, c'est très drôle, est au coin de la rue de la grande synagogue de Turin. Et on avait des enfants, justement, du rabbin qui envoyait ses enfants chez nous en 1800 quelques. Là. Fait que, ça fait partie de l'ADN de notre communauté, l'ouverture. Puis nous, on est vraiment proche de la personne humaine. Fait que... Puis l'école, ce que je dis souvent aux parents, c'est que l'école, nous, on est une micro-société. Fait que c'est super important pour nous d'habiliter les enfants de tout âge à entrer en relation positive avec les gens, avec leurs différences. Fait que si vous venez chez nous parce que vous pensez que vous êtes dans une boule, là, les boules de Noël, là, une boule, puis que votre enfant va être protégé, vous n'êtes pas au bon endroit, là, c'est pas ça du tout notre conception. Par contre, on a des valeurs qui reposent sur la foi chrétienne, des valeurs nous, on a la foi. On ne vous oblige pas, on n'est pas dans le prosélytisme du tout. Là. Si une jeune musulmane ou un jeune musulman vient chez nous puis apprend juste à entrer en relation positive avec d'autres, mais qui ressort chez nous plus convaincu de sa foi et ses valeurs, c'est mission accomplie aussi, là, dans un respect, dans un dialogue positif. Donc, on a quand même des valeurs, c'est sûr, la foi, la compassion, ça fait partie même du charisme. La dignité humaine, ça, pour nous, c'est super important. L'espérance, qu'on en parle beaucoup cette année. Donc, c'est très important. On a aussi quand même la dimension de prière. Chez nous, les enfants, le matin, on commence avec une prière, mais si on partage des intentions de prière. Les intentions de prière, ça n'a pas de... Ça vient du cœur, c'est ça. Ça n'a pas de foi, là. Ça n'a pas fait que c'est un peu ça, de ce moment de partage-là, d'introspection, puis voilà. Sœur Jacinthe, tu es à la tête d'une école privée. Oui. Donc, j'imagine qu'il y a une sélection qui se fait, en tout cas au moins un peu. On parlait de mixité un peu plus tôt. Bon, c'est mixte, là, gars-filles jusqu'au secondaire, puis au secondaire, c'est seulement pour les filles. J'aimerais t'entendre sur il nous reste deux minutes ensemble, là. Ça passe vite. Sur la mixité des élèves qui ont plus de difficultés, moins de difficultés, comment vous réussissez à avoir un mélange, là? Est-ce que c'est sain? Est-ce que c'est nécessaire? Comment tu moi, vis je ça? pense que c'est nécessaire. Je pense vraiment. Nous, depuis le début, on a fait un positionnement à l'école, qu'on accepte des élèves qui ont des besoins particuliers. Ce qui n'est pas le cas partout dans les écoles privées. Non. Mais je vous dirais qu'il y a plus d'ouverture maintenant qu'il y avait avant. OK.
Mais on est limité par les ressources, ce qu'on peut offrir à ces enfants-là. Donc, chez nous, les élèves se côtoient, ceux et celles qui sont en plan d'intervention, que ceux qui réussissent très, très bien, que ceux qui sont, je veux dire, de notes dans la moyenne. Il y en a qui réussissent moins bien, mais ils n'ont pas le plan d'intervention. C'est une question de motivation, c'est une question de langue. Mais parce que après, il faut habiliter nos enfants à fréquenter la diversité. Parce qu'après ça, dans le milieu de travail, on travaille avec des gens qui apprennent pas de la même façon que nous, qui ont besoin d'un peu plus de temps ou moins de temps, ou il faut que ça soit, il faut que je te le dessine, faut que... Mais c'est important dès le début. Donc, ils savent très bien entre les élèves, surtout au secondaire, ils savent qu'elle a besoin d'un tiers de plus de temps, puis c'est correct, là, ça se fait de cette façon-là, puis l'autre a besoin que les questions lui soient lues par un appareil, ça fait partie intégrante de notre école, puis il n'y a pas personne qui est stigmatisé par ça, puis il n'y a pas personne qui est... Donc, votre postulat, c'est qu'il y a un enrichissement mutuel qui se fait par ce biais-là. Oui. Sœur Jacinthe, merci beaucoup de nous avoir parlé de ton parcours. J'espère qu'il y aura d'autres occasions. Merci de ce partage. On n'est pas du monde est une émission produite par l'équipe du magazine Le Verbe. Pour vous abonner gratuitement et recevoir 8 numéros par année, visitez leverbe.com/abonnement. James Langlois, bonjour et bienvenue. Merci. James, tu es journaliste pour Le Verbe Média, mais avant de travailler pour nous, tu as eu quelques autres vies. J'ai eu une vie, Tu as eu une vie. Tu étais coché dans le Vieux-Québec. Ouais. Puis avant ça, tu étais enseignant, mais on va pas parler des chevaux. Quoi qu'on en a parlé un peu tantôt. Oui, c'est ça. Tu as fait ton cours pour enseigner. Exact. Mais avant d'aller dans cette zone-là, j'aimerais savoir, tu étais quel genre d'élève, toi? C'est un peu imprévisible, en fait, que j'ai étudié en enseignement parce qu'il n'y a rien qui m'a mené là dans mon parcours scolaire. Il y a une de mes profs titulaires en secondaire 1 qui résume bien un peu. Elle m'avait dit « On aime beaucoup t'avoir dans nos classes, mais des fois, on aimerait ça t'accrocher au mur. » Parce que je pense, je ne suis peut-être pas dans l'épée, en tout cas, peut-être qu'il y en a d'autres qui penseraient différemment, mais évidemment, comme encore aujourd'hui, je pense être une personne qui est sociable, donc entrer en relation avec moi, tout ça, que c'était pas un problème. Par contre, j'étais je dérangeais, je faisais n'importe quoi, je pouvais parler, fait que j'avais pas beaucoup de respect de l'environnement scolaire. Puis je pense même très jeune, semble-t-il, qu'on aurait voulu même me diagnostiquer TDAH, etc. T'as calmé les nerfs un peu. Oui, c'est ça. D'ailleurs, au secondaire, très tard, à un moment donné, je suis arrivé dans un point tournant où j'avais tellement pas de motivation à l'école que j'ai rencontré le directeur. Il m'a dit « Là, tu changes, soit tu améliores tes notes, soit on te met dehors. » J'étais dans une école privée qui était quand même axée, en plus, vers les jeunes. En tout cas, dont la mission était axée vers les jeunes plus marginaux. Bon, à quel point ça s'est répercuté aujourd'hui, je ne sais pas, là, mais ça pour dire qu'ils m'ont dit... C'est un milieu qui était relativement accueillant pour des petits talents comme toi, puis là, malgré ça... Là, ils m'ont dit, soit tu t'améliores, soit tu quittes l'école. Puis là, j'ai demandé une prescription. Je suis allé voir mon médecin, j'ai demandé une prescription de psychostimulant. J'en ai eu. Puis pendant une année, là, j'ai pris ça, puis je me sentais pas bien, mais au moins, ça m'aidait à me concentrer davantage. Mais tout ça pour dire que, même au primaire, c'est ça. Puis comme j'en ai déjà parlé ici souvent, j'ai une histoire familiale un peu dysfonctionnelle. Mon père est décédé très tôt, je me suis promené un peu dans une famille d'accueil, etc. Bon, ce qui fait que, pour moi, l'école, apprendre, ça, c'était pas dans mes priorités de vie. Là. Même quand j'étais plus jeune, j'haïssais pas ça nécessairement, mais je dirais qu'il se passait d'autres choses dans ma tête que de m'asseoir puis d'écouter. Puis même très tôt, je suis devenu quand même assez rebelle. Fait que pour moi, l'école est rapidement devenue comme une image d'une institution qui me faisait rentrer dans une espèce de processus de conformisme, d'usine à saucisses. J'ai toujours aimé cette image de Another Brick in the Wall de Pink Floyd, qui fait passer les enfants dans une machine pour les rendre toutes pareilles un peu. Là. Fait que moi, j'avais de la misère à rentrer dans ce cadre-là. Ouais. Puis, mais fort heureusement, j'ai quand même eu des personnes, même des enseignants, je me rappelle au primaire, autant gars que filles d'ailleurs, qui
ont été... qui ont su bien créer un lien avec moi, on parlait de ça tantôt, puis m'aider, puis à dépasser certaines difficultés qui m'ont amené, c'est ça, qui ont permis que je me rende au secondaire sans trop de difficultés. Je n'ai pas redoublé rien. Bon, au secondaire, ça s'est comme amplifié ce problème-là parce que, là, évidemment, il y a toute la question de l'adolescence, la drogue qui rentre là-dedans. Puis, fait que, tu sais, je dirais qu'à un moment donné, c'est ça. Je pense que si j'avais pas eu des personnes clés dans mon cheminement qui m'ont aidé, desquelles je me suis senti compris puis accompagné comme élève, j'aurais vraiment bifurqué. Puis d'ailleurs, j'ai un de mes amis qui est devenu professeur, qui m'a enseigné, qui m'a beaucoup aidé. Et lui-même était plus jeune, très turbulent à l'école. Il est devenu enseignant. Puis quand il rencontrait des anciens de ses enseignants, il lui demandait « Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? » Il disait « Je suis rendu professeur. » Il disait « Bon, tu nous niaises encore. » Je pense que dans mon cas, ça aurait pu être ça, tu sais. Ouais. Puis bref, je me suis rendu au cégep. Et là, j'ai vécu un autre rapport à l'école parce que c'est comme si j'étais sorti du rapport un peu, tu es obligé de faire, on t'oblige à apprendre ceci, cela dans tel contexte. Et au cégep, moi, ça a été vraiment comme une émancipation intellectuelle incroyable parce que je me sentais libre d'apprendre ce que je voulais, d'être dans dans des disciplines qui me passionnaient, des cours de philo, au rythme que j'aimais. Donc, je me sentais investi, responsabilisé dans mon apprentissage. Puis ça m'a vraiment libéré d'un rapport aussi, c'est ça, comme conformiste obligatoire. Mais c'est possible de faire. C'est pas obligé d'attendre au cégep pour responsabiliser les élèves dans leur apprentissage. Je ne sais pas ce que tu en penses, Thomas. Il y a une grande maturité dans un monde idéal, c'est sûr que ça arrive avant le cégep. Là. Normalement, l'école doit ouvrir à cette réflexion-là bien avant, mais c'est ça. C'est sûr que le cégep, c'est pas juste l'institution, c'est l'âge de l'élève qui arrive au cégep. Il y a tout ça. Mais moi, je l'ai vu, tu sais, aussi de mes camarades d'école, du secondaire, qui étaient habitués à se faire dire « Bon, mais tu dois faire ça comme ça, dans tel rythme, puis de telle manière. » Puis là, il arrivait au cégep, puis il était complètement déstabilisé parce qu'il était pas... C'est comme s'il n'y avait pas les outils pour c'est un peu se prendre en charge, tu sais, pour apprendre par soi-même, là. Donc, puis j'en ai vu assez rapidement abandonner ou faire autre chose que le cégep, d'ailleurs. Puis j'étais au cégep, puis justement, bon, j'ai hésité après en allant à l'université en 3 choses. J'étais passionné par la philosophie, donc j'ai pensé à devenir professeur de philosophie. J'ai pensé à aller en éducation spécialisée. Puis finalement, c'est ce même ami dont je parlais qui m'a beaucoup aidé, qui était enseignant. Il m'a dit « Écoute, si tu vas en enseignement, tu peux faire des choses comme tu pourrais faire en éducation spécialisée, ça touche, tu vas avoir des relations avec des élèves, sauf que tu vas avoir des meilleures conditions de travail. » Fait que là, c'était un argument de même. Mais j'aurais pas dû l'écouter parce qu'aujourd'hui, je regrette. Là, j'aurais dû aller en éducation spécialisée. Mais bref, je suis allé en enseignement. J'ai beaucoup apprécié ma formation. Encore là, quand tu étudies en enseignement, il y a plein de questions philosophiques qui sont sous-jacentes à l'éducation. Puis ça m'a beaucoup nourri. Dans les stages aussi, il se passait beaucoup de choses. Oui, tu pognes des profs comme Thomas Plouffe là, à l'université qui enseigne à l'université, exact. qui te posent des questions sur c'est quoi enseigner, c'est quoi transmettre. C'est pas tous les étudiants qui sont au même niveau de réflexion. Puis moi, j'étais en enseignement primaire, puis c'est drôle parce qu'on était peut-être 5 gars sur 130 filles. Là. Donc, il y avait toute une dynamique là-dedans aussi. Tantôt, on parlait de ça, mais d'ailleurs, si je m'étais rendu jusqu'au bout de mes études, puis j'étais rentré sur le marché du travail, là, déjà, je n'avais pas fini mes études, puis on m'offrait de l'emploi. Oui, on passe tous par le même processus, mais il y a comme un préjugé favorable pour les gars qui sortent de l'enseignement primaire, malheureusement. C'est comme ça. Malheureusement ou heureusement, en tout cas. Mais c'est ça. Puis moi, je suis vraiment allé en enseignement aussi parce que je me disais... Moi, j'étais arrivé au cégep, je remarquais aussi beaucoup de mes camarades au cégep, d'étudiants qui finalement... n'aimaient pas apprendre. C'est comme si on avait déjà un rapport instrumentalisé à l'apprentissage, au savoir. Puis moi, j'avais envie d'aller travailler à la base, au primaire, pour me dire, il faut garder cette flamme-là allumée parce que, comme dit Aristote, tout être humain veut savoir, veut connaître. Qu'est-ce qui fait que ça s'éteint? Qu'est-ce qui fait que ça s'éteint? Puis donc, j'avais envie d'essayer de faire mon petit bout de chemin au primaire pour essayer de garder ça allumé chez les élèves. T'as-tu réussi? Bien, finalement, je ne suis pas allé travailler au primaire. Tu as fait 1 an... Ah non, mais pour une concours de circonstances,
étrange par ailleurs, le collège où j'ai étudié au secondaire m'a embauché pendant 1 an pour donner un cours d'enseignement religieux. Hein? Qui était... Parce qu'eux ont donné l'éthique et culture religieuse, mais il y avait encore leur cours maison d'enseignement religieux. Donc, ils savaient qu'en plus, je travaillais en pastoral, tout ça. Donc, j'ai eu cette opportunité-là qui était incroyable parce que... Ouais, t'aimais ça? Oui. Enseignement religieux secondaire 5, c'est tout un défi, là. Mais, tu sais, moi, je débarquais de manière totalement éclatée, puis je leur livrais des choses vraiment... Tu faisais pas des coloriages de Zaché qui montent dans l'arbre? Non, j'y allais sans langue de buis, puis j'allais à fond dans les polémiques et les choses un peu existentielles. Fait que ça a brassé beaucoup. Ils se sentaient respectés dans leur intelligence, là, tu sais, à cet âge-là. Là, je pense. Des fois ce qui est... Même au début, j'ai été un peu trop fort, puis il y en a qui l'ont pas pris. Là. Mais tu sais, ça a été tout de développer une relation avec eux aussi beaucoup à l'extérieur. Puis ça, vraiment, il y a des choses incroyables qui se sont passées durant cette année-là. Avez-vous l'enseignement religieux à votre école? Ou oui. OK. Oui. Fait que vous faites ça en su là, du programme, en surplus. Oui. OK. Puis comment vous faites ça avec des élèves, justement, qui viennent de toutes sortes d'horizons? Oui, c'est intéressant. C'est pour ça qu'il faut miser sur ce qui est commun entre nous et non pas... Mais c'est sûr qu'il y a une différence entre le cours d'enseignement religieux dans la grille matière et les activités pastorales en extrascolaire. Fait que quand tu es dans la pastorale extrascolaire, bien, c'est plus des élèves qui ont un intérêt, qui veulent approfondir. C'est plus une expérience de foi, si je peux dire. L'enseignement religieux, bien, c'est un peu plus de la matière, dans le fond. La catéchèse. Exactement, de l'information à transmettre. Puis, oui. Ça se passe bien? Ben oui, ça va bien jusqu'à maintenant, on verra. Mais c'est un défi aussi, là. James Langlois, c'est tout le temps qu'on avait. Ça me fait plaisir. Tout un plan qu'on... J'espère que ça te fait plaisir. On aurait pu en parler en 2 minutes. Oui, c'est ça, exactement. Ça apprécie. Merci beaucoup, James, pour ton témoignage. Vous avez un commentaire, une suggestion ou une question pour l'équipe d'On n'est pas du monde? Contactez-nous via les pages Facebook et YouTube du Verbe Média ou écrivez-nous directement à onpdm@le-verbe.com. James, tu as un titre à nous suggérer pour aller plus loin. Un film documentaire super beau qui est sorti en 2022 par Nicolas Philibert, s'appelle « Être ou avoir », puis on suit... il y a certaines classes, je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui en France, mais qui regroupent plusieurs élèves de différents niveaux dans des petites écoles de communes où il y a vraiment une relation avec le maître, eux, ils appellent ça comme ça en France, l'instituteur en tout cas, qui se crée. On les voit sur pendant 1 année, puis voir toute cette relation-là, puis cette complexité pédagogique dans une classe de multiniveau, c'est vraiment fascinant et très beau comme film. Être ou avoir, on mettra... Et avoir. On mettra les liens sous la vidéo sur YouTube, sur tous nos réseaux sociaux. Merci James, merci Thomas Plouffe aussi d'avoir été avec nous cette semaine. Et un grand merci à Sœur Jacinthe Caron de nous avoir partagé son expérience d'éducatrice et son parcours de vie. Et je remercie Marianne Martin et Marie Laliberté à la technique, Frédéric Bérubé et Marie aussi à la recherche. Et je vous dis à très bientôt pour un autre épisode d'On n'est pas du monde.